Jean-Dominique Giuliani, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fondation Schuman, qui est le laboratoire d'idées français de l'Europe. Et vous venez d'écrire ce petit livre qui s'appelle « Pour quelques étoiles de plus, quelle politique européenne pour la France ?» Alors, Jean-Dominique Giuliani, Emmanuel Macron est l'un des présidents les plus pro-européens que la France ait eu depuis de nombreuses années. Est-ce que l'Europe peut redémarrer sous son quinquennat? Elle a déjà redémarré. Si vous regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est en Europe que se passe une sorte de révolution positive d'une génération beaucoup plus constructive, jeune, nouvelle, qui voit le monde différemment. Regardez un nouveau Premier ministre en Irlande, 38 ans, Léo Varadkar, un leader en Autriche de centre-droit, 29 ans, Emmanuel Macron, 39 ans. Je pourrais continuer comme ça. Matteo Renzi. Matteo Renzi. Donc, ce n'est pas seulement un problème de génération, c'est une nouveauté dans la mesure où, sur le plan conceptuel, ce sont des gens beaucoup plus pragmatiques, moins idéologues, et essentiellement tournés vers l'avenir. Au moment où, finalement, les deux piliers du monde anglo-saxon, les États-Unis et le Royaume-Uni, sont dans une phase de régression quasi infantile, parce qu'on a l'impression qu'ils sont encore restés au XXe siècle. Et donc, ils perdent les guerres, parce qu'ils croient que le hard power va tout régler. Irak, Afghanistan, ils se replient sur eux-mêmes, des pays ouverts au monde, qui sont beaucoup moins ouverts que l'Europe. Un problème d'immigration frappé par le populisme. Le Brexit, c'est le populisme. Trump, c'est le populisme. Et un populisme régressif. Finalement, ces pays-là, qui jusqu'ici contribuaient à apporter les solutions, la stabilité dans le monde, désormais apportent des problèmes. Et l'Europe va, elle, avec cette nouvelle génération, elle est capable d'apporter des solutions. Alors, rien n'est réglé pourtant, les problèmes sont importants, etc. Mais on sent un souffle nouveau. Alors, l'influence, vous l'avez très bien dit, en fait, l'influence anglo-saxonne au sein de l'Union européenne est en train de si ce n'est de s'effacer, de ralentir en ce moment, en tout cas provisoirement. Est-ce que ça veut dire que le pouvoir bascule, en fait, du côté de l'Europe des six, la première Europe, celle des pays fondateurs, dont la France, avec l'Allemagne, est un des piliers, je ne peux pas dire indestructible, parce que... Paradoxalement, c'était Churchill qui avait le mieux défini en 1946, dans son fameux discours de Zurich, comment stabiliser l'Europe et lui permettre de redevenir prospère et positive. Il avait dit, c'est le continent qui doit s'organiser, et évidemment, la relation franco-allemande est très importante. Il excluait d'ailleurs le Royaume-Uni, disant nous sommes une puissance mondiale, etc. On voit bien que ce n'est plus le cas de personne aujourd'hui. Et donc, c'est sur le continent que se joue l'avenir de l'Europe. C'est là qu'il y a toujours la première puissance économique, le premier PIB cumulé. C'est là qu'en 2016, il y a eu plus de croissance qu'aux États-Unis. C'est là que sur les grands sujets mondiaux, environnement, accord de Paris, etc., on trouve d'abord une Europe unie et ensuite une Europe positive, constructive, à qui la Chine est heureuse de tendre la main pour faire la nique aux États-Unis, en quelque sorte. Donc il se passe vraiment un mouvement de fond qui peut, s'il se transforme, s'il se concrétise, devenir très positif et placer l'Europe dans une situation sur la scène internationale qu'on n'imaginait pas il y a encore 6 mois. D'autant, Jean-Dominique Giuliani, que, alors, retour du continent, une influence anglo-saxonne qui s'estompe, en tout cas provisoirement, et une marginalisation des pays de l'Est européen qui, après avoir un petit peu rué dans les brancards, se sont aujourd'hui un petit peu mis entre parenthèses par leur politique antilibérale et antidémocratique. Ils ont du mal, n'est-ce pas? Il faut aussi les comprendre, sans rien excuser. Lorsqu'on a été sous le joug de la dictature communiste pendant si longtemps, et qu'on passe d'un coup à la démocratie de type libéral, ce n'est pas facile. Et par exemple, on a les plus grandes difficultés à expliquer à nos amis polonais, nos amis hongrois ou d'autres, que la dictature de la majorité, c'est d'abord une dictature avant d'être la règle de la majorité. Mais ça, comment vous dire, c'est une conception de la démocratie qui nécessite beaucoup de pratique
il faut aussi être compréhensif, il faut toujours leur tendre la main, mais il faut de temps en temps aussi manier un peu le bâton, c'est ce que vient de faire la Commission européenne, en les déférant en quelque sorte à la Cour de justice. En réalité, on va aller régler ce problème des réfugiés, qui est un problème difficile, dont ils ne veulent pas, en contrepartie d'une solidarité financière qu'on leur accorde. La Pologne reçoit quand même près de 10 milliards d'euros chaque année des pays riches pour se développer. C'est notre intérêt, c'est le leur. En contrepartie, on attend un peu plus de compréhension. Donc il faut lutter contre cette division de l'Europe. Pour moi, elle n'est pas irréversible. C'est une mauvaise passe et on la surmontera. Alors, tout ça a relancé le moteur franco-allemand, non ? En réalité, c'est le moteur franco-allemand qui relance tout ça. Alors, il était à l'arrêt, hein, je ne veux pas faire d'image facile, le moteur était à l'arrêt, on voit que les pieds sont sur l'accélérateur, maintenant il faut embrayer. Voilà. C'est la volonté d'Emmanuel Macron. On sent bien que Angela Merkel, qui a de fortes chances d'être confortée par ces élections au mois de septembre, veut aussi avoir une France plus forte, plus dynamique, parce qu'elle a très bien compris qu'il est difficile pour l'Allemagne d'être comme ça placée sur la sellette. On le voit d'ailleurs, c'est elle qui essuie toutes les attaques de Donald Trump, de la Grèce, etc. Donc, depuis le début du projet européen, on sait qu'une relation équilibrée entre la France et l'Allemagne, c'est un vrai moteur parce qu'on fait des choses concrètes, c'est difficile à faire parce qu'on n'est jamais d'accord, donc il faut discuter beaucoup, il faut être très proche, etc. Et ça plaît beaucoup aux autres qui viennent rejoindre, et il faut être très ouvert aux autres pour ne pas être exclusif dans cette relation. Mais on voit par exemple qu'il va se passer des choses dès le Conseil des ministres franco-allemands qui se tient, je crois, le 13 juillet. Il va se passer des choses en matière d'industrie de défense, en matière de réglementation du travail détaché, etc. La France et l'Allemagne sont désormais sur la même ligne. Et donc il y a un train qui va démarrer, et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Alors le train politique économique, on va voir qu'il est aussi dans les questions de défense. Écoutons Angela Merkel qui s'exprimait le 28 mai dans un meeting de la CDU en Bavière. Und die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt. Und deshalb kann ich nur sagen, wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen. Alors Jean-Dominique Giuliani, prendre son destin en main, c'est aussi le prendre sur les questions militaires et de défense. Pourquoi cette Europe de la défense dont on annonce l'avènement depuis tant d'années, pourquoi aujourd'hui aurait-elle plus de chances de réussir? Est-ce parce que l'Allemagne est en train de bouger? Pas uniquement. Le contexte a changé. À partir du moment où les Américains continuent leur retrait des affaires du monde et de l'Europe d'une manière un peu provocatrice avec Trump, à partir du moment où il y a le Brexit, où Poutine devient plus pressant et menaçant à nos frontières et où il y a un certain nombre de conflits au Moyen-Orient qui ont des conséquences directes sur le territoire européen, le contexte est positif. Ce qui est important, c'est que désormais, au sein des institutions européennes, il y a aussi des gens comme Jean-Claude Juncker qui pensent plutôt français. Et la France a toujours porté ce message. On ne peut assurer sa sécurité que par soi-même, bien sûr dans des alliances, l'OTAN, mais aussi en faisant des efforts soi-même. L'Allemagne était placée pour des raisons historiques dans une situation un peu compliquée. Elle était très dépendante des États-Unis qui avaient contribué à lui redonner un peu sa place en Europe, avec la France d'ailleurs, mais avec le soutien américain. Là, désormais, les attaques de Trump contre Angela Merkel et l'Allemagne, les provocations qu'il a initiées, les accusant de trop exporter en quelque sorte, et d'inonder le marché américain de voitures, et j'allais dire, ces hésitations sur la solidarité au sein de l'OTAN constituent pour les Allemands un véritable choc électrique. Et donc, le discours d'Angela Merkel est une véritable nouveauté qui va permettre notamment à la France de saisir cette main. Et je crois que c'est l'intention du président de la République pour essayer de faire quelque chose qui n'est pas la défense européenne, ça c'est le moyen, mais qui est une vraie défense de l'Europe, la plus autonome possible, la plus indépendante, dans les alliances, mais pour défendre nos propres intérêts.
Alors justement, nous recevions ici même au talk stratégique la semaine dernière Sylvie Goulard, la ministre de la Défense. Écoutons ce qu'elle disait sur le sujet. Après, effectivement, ça fait des années qu'on parle d'Europe de la défense. Il faut avoir l'humilité d'admettre qu'on ne l'a pas faite. On en a parlé, on l'a évoqué, et puis ça s'est ensablé dans des routines ou dans des questions. Alors aujourd'hui, effectivement, je ne sais pas si les astres sont alignés, mais en tout cas, il y a un certain nombre de phénomènes concomitants. Alors justement, on verra de quelle manière brilleront les astres. Mais est-ce que je me trompe si je reprends ces informations selon lesquelles Bercy aurait discrètement gelé la somme de 2,6 milliards d'euros consacrés à la défense? De qui se moque-t-on? On a envie de dire, alors que la France promet, certes à une échéance assez lointaine, mais de enfin respecter les 2% du PIB consacré à la défense, qui est une règle absolue de l'OTAN. Que se passe-t-il? C'est une grave erreur qui vient d'être faite. J'espère qu'elle sera corrigée. Parce que c'est justement l'une des raisons pour lesquelles la défense en Europe ne marche pas. Ça ne peut pas être en substitution des efforts nationaux. Ça ne peut être qu'une plus-value européenne. Quel est le problème majeur des armées en Europe? C'est pas, contrairement à ce qu'on nous dit, y compris souvent à Bruxelles, les duplications, le manque de compétitivité de notre industrie, etc. Pas du tout. C'est un manque de financement. Quand on regarde partout dans le monde, aux États-Unis, en Russie, en Chine, on déverse des torrents de dollars sur une industrie de la défense pour essayer d'avoir les meilleures technologies. Alors on n'est pas obligé de gaspiller autant que nos partenaires, parce que le budget américain c'est quand même 611 milliards de dollars chaque année, des Européens n'en sont qu'à 300. Bon, donc il manque de financement. Donc là, la Commission européenne, intelligemment, vient de proposer d'abonder avec des crédits européens quelques recherches sur les technologies clés d'avenir, etc. C'est une très bonne idée. Il faudra faire attention dans les détails, que tout ça ne soit pas géré, une fois de plus, de manière bureaucratique, avec le contrôle du Parlement européen ou des choses derrière. Il faudra faire très attention. Mais le problème, c'est un problème de sous-financement. Donc il faut d'abord que les États membres, et la France en premier lieu, c'est son atout principal en Europe, continuent à augmenter considérablement le budget de la défense. Il manque 2 milliards, il n'y a aucune raison de lui enlever 3. Bon, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci Jean-Dominique Giuliani.